Bonsoir, chers élèves, bonsoir, chers internautes, bonsoir, chers professeurs et bonsoir, chers invités. Comme nous vous l'avions promis, après la philosophie, nous faisons cap sur la science physique. Nous avons quitté de Saint-Louis, allant de Dakar, passant par Kaffrine et revenir encore sur Dakar. Et là, nous avons pioché des professeurs chevronnés qui sont éparpillés dans toutes les régions du Sénégal. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir un professeur éminent, un docteur, mais qui sera reçu par son homologue, son collègue, M. Éric Van Peignan, qui est professeur et membre de CENOM, professeur de sciences physiques au CMPA Unité 6 de Djahaï. Donc, M. Éric Van Peignan va recevoir tout à l'heure aussi un autre professeur, un docteur en sciences physiques, dénommé Aminata Gueye, Madame Camara. Avant de passer la parole à M. Éric Van Peignan, nous tenons à remercier tous les sympathisants de CENOM. Nous tenons aussi à remercier notre présidente Maïmouna Leye Diakhaté, à remercier notre partenaire Amina Diagne qui nous a donné sa licence pour qu'on puisse organiser nos sessions de synthèse. Sans oublier aussi à remercier Aïssatou Ndiaye, la coordinatrice des activités des sessions de 2024. Monsieur Éric Van Peignan, je vous donne la parole pour nous présenter votre invité et nous donner aussi le thème de cette session d'aujourd'hui. Donc, chers élèves, vous avez la possibilité de poser vos questions via le QR ou bien via la messagerie chat. Donc, à vous, Monsieur Van Peignan, et merci beaucoup et je vous souhaite la bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous, chers candidates et candidats. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette séance dédiée à la cinématique chimique. Avant de commencer, permettez-moi de vous présenter le professeur Aminata, qui va nous faire l'honneur de réaliser la synthèse de ce chapitre. Donc, le professeur Aminata Gueye est une experte reconnue dans le domaine des sciences physiques, avec une vaste expérience en recherche et en enseignement. Elle est au lycée Blaise Diagne. Son expertise et sa passion pour la chimie nous sera d'une grande aide pour comprendre les concepts clés de ce chapitre. Ce chapitre est fondamental pour comprendre comment les réactions chimiques évoluent dans le temps, un aspect crucial tant pour la recherche scientifique, pour de nombreuses applications industrielles, telles que la conservation des aliments et des applications quotidiennes. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les notions essentielles de la cinématique chimique, notamment la notion de temps de réaction et la relativité du caractère rapide ou lent d'une réaction. Cela permettra de justifier la nécessité d'introduire la vitesse et de préciser l'objet de la cinétique chimique. Je vous invite à suivre attentivement cette présentation car elle pose les bases nécessaires pour aborder les aspects plus complexes de la cinématique chimique. N'hésitez pas à poser des questions et à participer activement aux discussions et aux exercices pratiques. Sans plus tarder, je vais céder la parole au professeur Dr Aminata Gueye. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, M. Peignan. Merci, M. Si, et merci, Mme Diakhaté, et merci à Mme Aïssatou. Donc, sans plus tarder, on va essayer de vous faire aujourd'hui une synthèse sur le chapitre intitulé Cinétique chimique.
Et comme l'a si bien dit M. Peña, la cinétique chimique est l'étude de l'évolution dans le temps des réactions chimiques. Elle permet de mesurer la vitesse de disparition d'un réactif. Elle permet aussi de mesurer la vitesse de formation des produits. Et dans l'industrie aussi, on l'utilise pour faire la prévision sur les rendements des réactions. Donc, sans plus tarder, on va essayer de démarrer. Donc ici, comme vous le voyez, on commence par donner une classification cinétique des réactions chimiques. Et quand vous entendez réactions chimiques, ça veut dire qu'on va mélanger des corps et ces corps vont évoluer pour donner naissance à d'autres corps. Les corps qu'on mélange, c'est ça qu'on appelle les réactifs. Et l'évolution, c'est la réaction. Et les corps qui prennent naissance après, c'est ça qu'on appelle les produits. Et lorsqu'on a mis des réactifs en contact, le milieu réactionnel peut évoluer de plusieurs manières. Si les corps qui réagissent dès qu'ils sont en contact, on va dire qu'on a ici une réaction rapide. Et on vous dit qu'elle se déroule en un laps de temps trop court, comme une explosion par exemple. Et on les considère comme pratiquement instantanées. Et on a aussi les cas des réactions de précipitation ou bien les cas des réactions de dosage d'un acide par une base ou bien d'une base par un acide. Et si les corps qu'on met ensemble mettent du temps pour réagir, à peu près quelques minutes, là on dit qu'on a une réaction qui est lente. Et si les corps maintenant mélangés mettent plusieurs heures, voire même des jours ou des mois pour réagir, là on dit que la réaction est très, très lente. Et on peut donner un cas de réaction très lente. Ça veut dire la formation de la rouille, parce que si on expose un morceau de fer à l'air libre, on verra qu'il faudra lui laisser du temps pour qu'on puisse voir l'oxydation du morceau de fer sous forme de rouille. Maintenant, la cinétique chimique va s'intéresser surtout aux réactions lentes et aux réactions très lentes. Et dans la suite de notre synthèse, on va essayer de suivre la cinétique de la réaction de saponification de l'éthanoate d'éthyle par la soude. La soude est une base et l'éthanoate est un ester. Et on rencontre les esters dans pas mal de produits. C'est à partir des esters aussi qu'on fabrique les essences qu'on trouve dans la parfumerie ou bien dans le domaine de la cosmétique. Et ici, on a commencé par vous montrer, on n'a pas mis les réactions, mais on vous dit comment on peut faire pour avoir un ester. Si on prend un acide carboxylique, et on a donné la formule d'un acide carboxylique, c'est H3COH, et un alcool, on peut avoir un ester. Si on prend aussi un anhydride avec un alcool, on peut avoir un ester. Et si on prend aussi un chlorure d'acyle avec un alcool, on peut avoir un ester. La différence entre ces trois types de réactions, c'est qu'avec la première réaction, entre l'acide carboxylique et l'alcool, là-bas, on a ce qu'on appelle une estérification directe. Et d'habitude, c'est une réaction qui est lente, limitée, athermique et réversible. Par contre, les deux dernières réactions sont des réactions qui sont rapides. C'est pourquoi, pour augmenter le rendement, on préfère fabriquer l'ester
à partir des dérivés des acides carboxyliques, ça veut dire l'anhydride et les chlorures d'acide, que de le fabriquer à partir d'un acide carboxylique. Donc, c'était pour faire un petit rappel sur la formation d'un ester. Et la réaction de saponification, c'est une réaction entre un ester et une base. Ça peut être la soude, NaOH, comme ça peut être la potasse. Diapo suivant. OK. Et ici, on vous donne l'équation bilan de la réaction de saponification de l'éthanoate d'éthyle par la soude. Et on voit ici que la soude est une solution ionique. Donc, si on le met en solution, on représente la soude entre parenthèses en mettant l'ion positif Na+ et l'ion négatif OH-. Et on a ce qu'on appelle ici le carboxylate de sodium plus l'alcool. Et pour suivre l'évolution de cette réaction, on cherche à déterminer l'évolution du nombre de moles, ça veut dire de la quantité de matière, on dit nombre de moles par habit de langage, mais c'est de la quantité de matière des ions hydroxyde OH- restant au cours du temps. Maintenant, pour cela, comment on va procéder? À l'instant initial, on réalise un mélange équimolaire d'éthanoate d'éthyle et d'hydroxyde de sodium. Ça veut dire toujours de la soude. Un mélange équimolaire, c'est un mélange où les nombres de moles sont égaux. Avec un peu d'eau, et on bloque la réaction et on va essayer de répartir maintenant le mélange obtenu dans 10 tubes à essai. Après cela, on déclenche la réaction dans chaque tube en maintenant la température constante. Nous refroidissons de temps en temps les tubes et à chaque fois, on voit que l'ester et la soude vont réagir. Maintenant, la quantité de soude qui reste, c'est ça maintenant qu'on va doser par un acide. Et ici, on a choisi comme acide l'acide chlorhydrique de concentration Ca égale 10 puissance moins 2 mol par litre. Et comme indicateur chloré, on a utilisé la phénolphtaléine. Au début, lorsque la réaction n'a pas débuté, on peut considérer que le nombre de moles des ions hydroxyde, ça veut dire le nombre de moles de OH- initial, égal au nombre de moles de la solution de soude. Et par conséquent, le nombre de moles des ions OH- va être égal à 5 puissance moins 4 moles. Maintenant, l'acide qu'on va utiliser va nous permettre de doser à chaque fois la quantité de OH- qui reste dans le milieu réactionnel. Et ici, on vous dit que le nombre de moles, puisque c'est une réaction acido-basique, entre l'acide et la soude, parce que ici les OH- nous proviennent de la soude, à chaque fois, la quantité d'acide versé égale au nombre de moles de OH- qui reste dans la solution. C'est ça qu'on a essayé de dire par là. On dit que N de OH- égale N de acide versé. Or, N de acide, c'est égal à la concentration de l'acide multiplié par le volume d'acide versé, VA. C'est pour cela qu'on a écrit que N de OH-, c'est égal à CaVA. Et le nombre de moles maintenant d'alcool formé, si on va au niveau de l'équation bilan de la réaction, on verra que le nombre de moles d'alcool formé est égal au nombre de moles de OH- réagi. Parce que si on fait la relation de proportionnalité, on peut dire que le nombre d'esters formés sur 1 égale nombre de moles de soude formés, le nombre de moles d'esters disparus sur 1
égale nombre de moles de soude disparus ou réagis sur 1 égale nombre de moles de savon formé sur 1 égale nombre de moles d'alcool formé sur 1. Vous voyez? Or, on a dit que le nombre de moles de soude égale au nombre de moles des ions OH-. Et ici, on peut en déduire que le nombre de moles de l'alcool formé est égal au nombre de moles des ions OH- réagis. Et le nombre de moles d'ions OH- réagis, c'est égal au nombre de moles de ions OH- introduits initialement, moins le nombre de moles d'ions OH- restants. Et le nombre de moles d'ions initialement introduits, on avait dit que c'est égal à 5 10 puissance moins 4. Et le nombre de moles d'ions OH- qui reste, c'est toujours égal au nombre de moles d'acide versé, ce qui veut dire que le nombre de moles de NaOH- réagi est égal à 5 10 puissance moins 4 moins CaVa. Et ce qui veut dire aussi que le nombre de moles d'alcool formé n'est rien d'autre que 5 10 puissance moins 4 moins CaVa. Donc, ici, on vient de donner la relation qui lie entre les quantités qui réagissent et les quantités qui se forment. OK? Et ici, on a récapitulé dans un tableau le volume d'acide versé, le nombre de moles qui restent dans la solution, le nombre de moles d'alcool formé pour plusieurs temps. Donc, à chaque fois, on prélève la quantité qui reste et la quantité qui se forme. Et à l'instant T égale à 0, là-bas, la quantité des ions NaOH- égale à la quantité de soude, parce que la réaction n'a pas encore commencé. Et on voit qu'au fil du temps, avec le tableau qui nous donne les différentes mesures des ions hydroxyde qui restent et de la quantité de matière de l'alcool qui se forme avec ici 9 tubes A et C. Et dans la suite, on va essayer maintenant de tracer l'évolution de la quantité de matière d'alcool formée en fonction du temps et l'évolution aussi de la quantité de matière des ions hydroxyde restants en fonction du temps. OK? Et ici, comme vous le constatez, sur la courbe, on a une courbe, la courbe en bleu qui décroît. Donc, ça doit être un réactif qui se consomme. Et on a en rouge une courbe qui croît, donc ça représente un produit qui se forme. Et par conséquent, la courbe rouge n'est rien d'autre que le nombre de moles ou bien la quantité de matière d'alcool formée en fonction du temps, et la courbe en bleu, la quantité d'ions OH- en fonction du temps. Et pour les autres courbes, la droite là et le temps qu'on a mis, T1 demi, on va y revenir dans la suite. OK. Une fois maintenant qu'on a défini la réaction en donnant l'équation bilan de la réaction, en donnant aussi la relation qui existe entre les quantités de matière qui réagissent et les quantités de matière qui se forment à travers les réactifs et les produits, on va maintenant essayer de voir qu'est-ce que c'est qu'une vitesse de formation d'un produit et comment calculer la vitesse de formation d'un produit. Et ici, on vous a dit détermination par calcul. Et si on regarde, la formule, on a écrit que Vm, pour dire la vitesse moyenne, est égal à N2 de P, c'est-à-dire c'est la quantité de matière du produit à un instant T2
moins N1 de P, la quantité de matière du produit aussi à un instant T1 inférieur à T2 sur la durée T1 moins T1. Donc, par définition, nous pouvons dire que la vitesse moyenne de formation d'un produit entre les dates T1 et T2 est égale à la variation de la quantité de matière du produit pendant la durée delta T. C'est ça que ça veut dire avec cette formule-là. Donc, avec la formule, on a la définition de la vitesse moyenne de formation d'un produit. Suivant. OK. Et en deux, on va voir ce qu'on appelle la vitesse instantanée de formation. Une vitesse instantanée, c'est une vitesse à chaque instant T considéré. Par opposition à une vitesse moyenne qui est une vitesse qui est basée sur une durée, ça veut dire entre deux dates bien précises. Et on vous dit que la vitesse instantanée de formation d'un produit est ici la dérivée par rapport au temps du nombre de moles de P à cet instant. Et on vous donne ici la formule VF pour dire formation. La vitesse de formation d'un produit est égale à D de N de P dérivé de la quantité de matière qu'on appelle aussi nombre de moles en fonction du temps. Et ici, on va faire... Et ici, on continue en donnant une détermination graphique maintenant de cette vitesse instantanée de formation d'un produit à un instant T donné. Donc, pour cela, comment on va procéder? On va représenter la quantité de matière du produit en fonction du temps. Et on voit que c'est une courbe qui croît en fonction du temps. Maintenant, si on me dit de calculer la vitesse à un instant T donné, je viens sur l'axe des temps, je vais positionner le temps et je me projette maintenant sur la courbe. Et une fois trouvé le point qui coïncide avec ce temps sur la courbe, je vais tracer maintenant la tangente par rapport à la courbe à ce point. C'est cette droite-là que vous voyez. Maintenant, en traçant la tangente, vous voyez que j'ai formé un triangle rectangle. Et qu'est-ce qu'on a dit ici? La vitesse instantanée de formation est égale à tangente de alpha. Donc, tangente de alpha, ça veut dire l'angle, c'est égal à côté opposé sur côté adjacent. Ça veut dire que la vitesse instantanée n'est rien d'autre que le coefficient directeur ou bien la pente de la droite. Parce que si je considère un point ici, ce point, si on projette ses coordonnées, on aura N2 et T2. Et si je prends ce point-là, si on prend ses coordonnées, on aura N1 et T1. Et le côté opposé à l'angle n'est rien d'autre que N2 moins N1. Et le côté adjacent à l'angle n'est rien d'autre que T2 moins T1. Donc, on peut dire aussi que la vitesse instantanée de formation est égale au coefficient directeur de la tangente à la courbe à l'instant T considéré. Donc, c'est ça qu'on peut faire avec la détermination graphique de la vitesse de formation d'un produit. Et ici, on vient pour dire graphiquement la vitesse instantanée de formation du produit à un instant T et le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point M d'abscisse T. Et ce n'est rien d'autre aussi que la tangente de l'angle alpha. Et on va faire une application avec l'équation bilan qu'on avait donnée, la réaction de Lester et la soude. Et ici, on demande de calculer la vitesse de formation de l'éthanol à T égale à 0. Donc, on remonte diapo précédente.
là où on avait tracé les courbes encore, les courbes, ok, ici. Donc, on a dit que pour calculer une vitesse instantanée, on regarde l'instant considéré, c'est l'instant t égale 0, et on trace la tangente à la courbe à cet instant, donc c'est cette droite-là. Et on va essayer maintenant de calculer le coefficient directeur de cette droite. Et pour calculer le coefficient directeur, je prends 2 points éloignés sur la courbe. Donc, je prends ce point-là et le point que j'ai ici. Donc, en prenant les 2 points, je peux dire que la quantité de matière pour ce point, ce sera 5 10 puissance moins 4. Et le temps ici, si on fait une projection, on trouve quelque chose qui est presque égal à 3. Donc, on est à 2,7 minutes. Et si on prend le point ici, on peut dire que la quantité de matière est nulle et le temps aussi, c'est égal à 0. Et diapo qui suit. Suivant. Encore. Encore. OK. Donc, c'est ça qu'on a essayé de vous montrer ici. La vitesse de formation de l'éthanol à T précédent. OK. Est-ce qu'on n'a pas sauté quelque chose? C'est rapide, hein? Diapo précédente. Vous remontez, remontez. Voilà, OK, on était là. vous étiez là au niveau de l'application. OK. Là, Maintenant, on avait dit ici de calculer la vitesse de formation de l'éthanol à T égale 0. Donc, l'instant considéré, c'est l'instant T égale 0. Et comme je vous l'ai dit, on a tracé la tangente à la courbe à T égale à 0. Et d'habitude, à l'examen, si on demande de calculer la vitesse de formation de l'éthanol à T égale à 0, on trace la courbe. Parce que si on laisse aux élèves de tracer la courbe, on peut avoir plusieurs droites obliques qui auront des coefficients directeurs différents. Donc, pour éviter ça, d'habitude, on leur trace la courbe, mais ici, on vous montre comment déterminer la vitesse de formation de l'éthanol à l'instant t égale à 0. Donc, on a dit que c'est égal aussi à tangente alpha et c'est égal à 5 10 puissance moins 4 sur le temps. Et vous voyez que ici, avec les vitesses de formation, on peut exprimer le résultat en mol par minute, comme on peut l'exprimer aussi en mol par seconde. Donc, si on voulait l'exprimer en mol par seconde, on va convertir ici le temps qui est donné en minutes en secondes. Diapo suivant. OK. Et ici, maintenant, on va parler des vitesses de disparition. Comme on l'avait dit, une réaction, ce sont des corps qui disparaissent et laissent place à d'autres corps. Maintenant, les corps qui disparaissent, c'est ça qu'on appelle les réactifs. Et comme on vient de voir les vitesses de formation d'un produit, on va aussi essayer de voir la vitesse de disparition d'un réactif. Et ici, vous voyez, on a dit détermination par le calcul. Et on dit que la vitesse de formation est égale à moins N2 de R, ça veut dire la quantité de matière du réactif à l'instant T2, moins N1 de R qui représente la quantité de matière du réactif à T1 sur la durée T1 moins T1. Et on peut dire donc que la vitesse instantanée, la vitesse moyenne de formation, donc c'est égal à l'opposé de la variation de la quantité de matière entre les instants T2 et T1 sur la durée delta T. C'est ça qu'on a matérialisé, est égal à moins delta N de R sur delta T. Parce que si on laisse l'expression sans le signe moins, on va trouver une vitesse qui est négative et on sait qu'une vitesse n'est jamais négative. Donc ici, le signe moins, on peut le considérer comme quelque chose qui matérialise la disparition. Et maintenant, et à la fin, on va respecter le fait qu'une vitesse n'est jamais négative. Et exemple,
de calcul de la vitesse moyenne de disparition des ions OH- entre deux dates, toujours. Une vitesse moyenne, c'est toujours entre deux dates, à 15 minutes et à 53 minutes, lors de la saponification de l'état NOAT, ça veut dire avec l'équation qu'on avait donnée. Donc, on regarde la quantité de matière à l'instant T égale 53 minutes et la quantité de matière à l'instant T égale à 15 minutes. Et il faut tenir compte de la puissance 10 puissance moins 4 sur la durée 53 moins 15 minutes. Et vous voyez qu'on a le résultat qui est exprimé en mol par minute. Et de la même façon qu'on a donné la vitesse de disparition, la vitesse moyenne de disparition d'un réactif, on va aussi donner la vitesse instantanée de disparition de réactif. Mais on peut aussi déterminer graphiquement la vitesse moyenne de disparition de réactif. Donc, ici, si vous regardez la courbe, on a ici une courbe qui décroît au cours du temps. Donc, ça matérialise un réactif qui se consomme au cours du temps ou bien qui disparaît au cours du temps. Donc, si on vient sur la courbe, on a dit qu'entre les durées T2 et T1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je mets T1, je me projette sur la courbe, je me place là-bas. Ensuite, je prends T2, je me projette sur la courbe et je me place là-bas. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je trace maintenant la séquente, ça veut dire la droite qui passe par les deux points M1 et M2. Et si on calcule maintenant le coefficient directeur de cette droite, ce n'est rien d'autre que la variation de la quantité de matière, qui est le côté opposé à l'angle, sur la durée T2 moins T1, qui est le côté adjacent à l'angle. Ce qui veut dire aussi que la vitesse moyenne de disparition de réactifs peut être considérée comme la tangente à l'angle, comme on l'a ici matérialisé ici sur la courbe. Donc, vous voyez, l'angle est là. Donc, de M2 à M1, on a les coordonnées, ça veut dire les quantités de matière. Et de M2 à N1, on a les durées T2 moins T1. Donc, T2 moins T1 est adjacent à l'angle et N2 moins N1 est opposé à l'angle. Et c'est pour cela qu'on peut aussi faire une résolution graphique en utilisant la vitesse moyenne de disparition est égale à tangente de l'angle bêta. OK? Et la vitesse instantanée de disparition d'un réactif est l'opposé de la dérivée. Et évitez de dire, parce qu'il y a des élèves, des fois, si tu leur demandes de définir, au lieu de dire l'opposé, ils vont dire inverse. Et inverse, ce n'est pas la même chose que l'opposé. Ici, on a bien dit la vitesse instantanée de disparition d'un réactif, R, est l'opposé de la dérivée par rapport au temps du nombre de moles du réactif à cet instant T. Et ici, voici la formule V de D pour dire disparition du réactif est égal à moins D de N de R sur D de T. Maintenant, si on veut faire une résolution graphique, qu'est-ce qu'on fait? Toujours, on a la quantité de matière ou bien le nombre de moles qui est tracé en fonction du temps. Donc, si on me demande de calculer la vitesse de disparition du réactif à l'instant T donné, je viens sur l'axe des temps, je place le temps qu'on m'a demandé, je me projette sur la courbe et j'ai un point. Et à partir de ce point-là, je trace la tangente qui passe par ce point. Donc, la tangente à la courbe à l'instant considéré. Et en calculant le coefficient directeur ou bien la pente de cette droite, on se rend compte que ce n'est rien d'autre que la tangente de l'angle alpha, toujours côté opposé sur côté adjacent. Et sur le côté opposé, c'est la variation du nombre de moles sur, ici, la durée. Donc, c'est comme ce qu'on faisait lorsqu'on calculait les vitesses instantanées.
on vous dit que c'est une vitesse à un instant T donné, mais pour calculer la vitesse, on regarde les deux instants les très proches de l'instant considéré et on calcule la vitesse moyenne entre cet intervalle-là. Ici aussi, c'est la même chose. Donc, on trace la droite. Une fois qu'on a tracé la droite, maintenant, on cherche le coefficient directeur ou bien la pente de la droite et ce n'est rien d'autre que la tangente de l'angle alpha. Donc, voici comment on détermine la vitesse moyenne de formation d'un produit, la vitesse instantanée de formation d'un produit, la vitesse moyenne de disparition d'un réactif et la vitesse instantanée de disparition aussi d'un réactif. OK? C'est bon? Ensuite, ici, on vous dit, lorsqu'une réaction se déroule à volume constant, nous pouvons définir les vitesses de formation et de disparition à partir des concentrations molaires. Parce que ici, par exemple, si on prend V, on l'appelle la vitesse volumique. La vitesse volumique de formation du produit, c'est égal à 1 sur V, D de N de P sur D de T, avec V qui représente le volume du milieu réactionnel qui est constant et N qui représente la quantité de matière ou bien le nombre de moles du produit. Maintenant, on vous dit que si le volume V est constant et si le réactif R et le produit sont dissous, alors on peut définir ce qu'on appelle la vitesse volumique, qui n'est rien d'autre que 1 sur V égale D sur D de T de NP. Et si on fait rentrer le volume, qu'est-ce qu'on aura? On aura D sur D de T de NP sur V. Et on sait que des quantités de matière rapportées sur des volumes n'est rien d'autre que des concentrations. Donc ici, de la même façon qu'on a défini la vitesse de formation et de disparition avec les quantités de matière, ça veut dire les nombres de moles, on peut définir aussi les vitesses de formation et de disparition avec les concentrations. Et ici, on vous dit que la vitesse volumique de formation du produit est égale à D sur D de T de la concentration du produit. De la même façon, la vitesse moyenne, la vitesse volumique de disparition du réactif, aussi, on peut définir ça en fonction de la concentration du réactif. Et c'est pour cela qu'on vous dit ainsi, la vitesse volumique de formation d'un produit est définie comme étant le rapport de la vitesse de formation sur le volume. Parce qu'on avait dit que la vitesse de formation, c'est D de NP sur D de T. Et ici, on voit qu'on a 1 sur V, D sur D de T de NP. Donc, cette quantité-là, ça représente la vitesse de formation qu'on avait vu un peu en haut. Donc, si on le divise par un volume, ça donne ce qu'on appelle les vitesses volumiques. Et on peut les définir aussi bien pour les produits comme pour les réactifs. Diapo suivant. OK. Donc, ici, on vous donne, ici, on vous dit qu'on va donner la relation entre les vitesses de formation et de disparition. Donc, si on considère l'équation bilan suivante, alpha R1, bêta R2, gamma P1 et lambda P2. R1 et R2 sont les réactifs, P1 et P2 sont les produits. Et les coefficients alpha, bêta, gamma et lambda, ce sont les coefficients qu'on a utilisés pour équilibrer l'équation bilan. Donc ici, on est dans un cas général. Le bilan molaire ou bien la relation de proportionnalité entre les quantités qui réagissent et les quantités qui se forment, on peut l'écrire sous cette forme. N de R1 sur alpha. Et ici, si on dit N de R1 sur alpha, ça veut dire que c'est la quantité de R1 qui a réagi, est égal
à N de R2 sur bêta. Ça veut dire que la quantité du réactif R2 qui a réagi est égale au nombre de moles du produit P1 formé sur gamma et c'est égal au nombre de moles du produit P2 formé sur lambda. À faire attention s'il y a un des réactifs qui est en excès. Cette relation n'est valable qu'avec les quantités qui réagissent. Donc, si R1 est en excès, donc ici, on fait allusion à la quantité de R1 qui a réagi et pareil aussi pour R2. Donc, c'est pour faire un peu le rappel sur la loi de Lavoisier qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, ici, il faut donc écrire la relation avec les quantités qui réagissent et les quantités qui se forment, mais pas les quantités qu'on avait introduites initialement. Et si on voulait calculer les vitesses de disparition de R1, donc voici la formule. La vitesse de disparition de R2, donc voici la formule. Et la vitesse de formation de P1 et la vitesse de formation de P2. Et ici, on s'est rendu compte que la vitesse de disparition de R1 sur son coefficient stéchiométrique égale à vitesse de disparition du réactif 2 sur son coefficient stéchiométrique égale à vitesse de formation du produit 1 sur son coefficient stéchiométrique est égale aussi à la vitesse de formation du produit 2 sur son coefficient stéchiométrique. Donc ici, on a donné les relations en appliquant à delta la variation. Et on vous dit qu'en tendant delta t vers 0, on peut passer de la variation à des dérivés. Et à la fin, on peut dire que voici la relation qui lie les vitesses de disparition des réactifs et les vitesses de formation des produits qu'on peut appliquer à toute réaction. Et ici, les A, B, C, D, ce n'est rien d'autre que les coefficients stéchiométriques. Donc ici, pour notre cas, on peut dire que le A là, c'est l'alpha, le B, c'est le bêta, le C, c'est le gamma et le D, c'est le lambda. Donc, dans un exercice, si on parvient à déterminer la vitesse de formation d'un produit, on peut en déduire la vitesse de disparition d'un réactif et vice-versa. Suivant. Et ici, on va parler de ce qu'on appelle le temps de demi-réaction. On vous dit, on appelle temps de demi-réaction la durée nécessaire pour consommer la moitié du réactif limitant initialement introduit. Maintenant, si les réactifs sont mélangés dans des proportions stéchiométriques, on peut prendre n'importe quel des réactifs et calculer le temps de demi-réaction avec. Maintenant, s'il y a un réactif limitant et un réactif en excès, le temps de demi-réaction va être donné avec le réactif limitant, ça veut dire le réactif qui limite la réaction. Parce que s'il y a un réactif qui est fini, donc la réaction ne peut plus se dérouler. Et ici, on vous montre la courbe en rouge qui donne l'allure d'un réactif qui disparaît au cours du temps. Et on vous dit, pour déterminer maintenant le temps de demi-réaction, ici, N0, ça représente aussi, on pouvait donner la concentration du réactif. On vous a dit qu'on peut calculer les vitesses, soit avec N0, les quantités de matière, soit avec les concentrations. Les courbes aussi, on peut les tracer en traçant la concentration en fonction du temps, ou bien en traçant la quantité de matière en fonction du temps. Et ici, 0, ça veut dire la quantité initialement introduite. Donc, pour calculer le temps de demi-réaction, donc je prends cette quantité-là que je vais diviser par 2. Ensuite, ça me donne une valeur. Je me projette sur la courbe. Ensuite, je descends sur l'axe des temps. Et le temps que je vais avoir ici va correspondre à ce qu'on appelle le temps de demi-réaction. Et on peut aussi avoir le temps de demi-réaction avec la courbe de formation du produit. Donc, on sait que au cours du temps, si on traçait la courbe de formation, on va avoir quelque chose qui croît. Donc, le temps de demi-réaction, si on veut le définir avec
un produit, on va dire que c'est le temps au bout duquel la moitié de sa quantité de matière maximale ou de sa concentration maximale est obtenue. Comme aussi, on peut aussi définir ça avec l'avancement d'une réaction. Et dans ce cas, ce sera le temps au bout duquel l'avancement de la réaction atteint sa moitié. Mais toujours, pour les réactifs, on le calcule avec le réactif limitant. Et pour les produits, il n'y a pas de problème, on le calcule toujours avec la formation de n'importe quel produit. Et ici aussi, il faut savoir aussi que c'est quelque chose qui dépend du temps. Par exemple, si dans une réaction, si on introduit quelque chose qui va accélérer la réaction, le temps de demi-réaction va diminuer. Et d'habitude, j'ai l'habitude de donner un exemple terre à terre. Ça veut dire que si on me demande de faire du thé, donc je peux prendre 30 minutes pour faire du thé. Je fais le level à 15 minutes, à 30 minutes, je fais le deuxième. Maintenant, si on me dit que tu dois aller quelque part d'ici 30 minutes, au lieu d'utiliser les 30 minutes, donc je peux faire le level et le deuxième en 15 minutes. Donc, le temps de réaction, vous voyez que ça diminue. Donc, ici, c'est un facteur qui aussi dépend des conditions du milieu réactionnel. OK? Et c'est ça que j'avais dit tout à l'heure. Donc, on peut définir ça par rapport au produit. C'est le temps au bout duquel la moitié de sa quantité maximale de matière ou de sa concentration maximale est obtenue. Et on peut définir ça avec l'avancement d'une réaction. Et ici, on vous dit soit la réaction lente suivante, donc on passe à autre chose, où X est appelé l'avancement de la réaction continue. Donc ici, on va aller dans le cas beaucoup plus général. Et d'habitude, avec les exercices qu'on vous donne avec la cinétique chimique, la première chose à faire, c'est d'écrire l'équation bilan de la réaction qui se produit. Ensuite, on équilibre avec les coefficients stoichiométriques. Et maintenant, on fait un petit tableau où on va essayer de dire ce qu'on a à des dates bien définies. Ça veut dire à l'instant initial, qu'est-ce qu'on a? On a les quantités de matière introduites pour les réactifs et du côté des produits, rien ne se forme. Et l'avancement maintenant de la réaction ici va être égal à 0. À un instant T différent de 0, qu'est-ce qui se passe? La réaction se déroule et X maintenant est supérieur à 0. Et on commence à consommer le réactif R1 et voici la quantité qui disparaît. Pareil aussi pour le réactif R2 et ici, voici la quantité qui se forme avec le réactif, le produit P1 et ici avec le produit P2. Et on peut donner une relation entre le nombre de moles de réactifs à l'instant T et le nombre de moles de produits à un instant T donné. On sait que le nombre de moles de réactifs à un instant T, puisque c'est quelque chose qui se consomme, c'est égal à N0 moins X. X, ça veut dire ce qui disparaît. Et maintenant, le nombre de moles du produit à un instant T aussi, c'est égal à X. Et on peut maintenant sortir X en disant que X, ce n'est rien d'autre que 1 sur alpha, facteur de N0 moins N de T. Et maintenant, une fois qu'on a X, l'avancement de la réaction, on peut donner la quantité de matière du produit P1, on peut donner la quantité de matière du produit P2 et on peut aussi donner la quantité de matière restante pour le réactif R1 et la quantité de matière restante pour le réactif R2. Et ici, on a donné la quantité de matière du produit formé qui est égal à gamma sur alpha facteur de N0 moins N de R1 sur T. Et on peut, suivant, et on peut aussi, si le volume du milieu réactionnel est constant, donner la relation N de P1 sur V, qui n'est rien d'autre que
Y sur gamma et N0 sur V représente la concentration du réactif à l'instant initial et moins N de R1 sur T, la concentration du réactif à un instant T donné, d'où la relation qu'on a donnée avec les quantités de matière. On peut aussi donner ça en fonction des produits. Et le tableau qu'on vient de dresser là, on peut utiliser pour tout exercice où on parle de cinétique chimique. Première chose à faire, écrire l'équation bilan. Deuxième chose, équilibrer. Troisième chose, même si ce n'est pas demandé, on peut le faire au brouillon. De ce fait, si on me demande de calculer ou bien de donner une relation entre les quantités restantes et les quantités qui se forment, donc je ne vais pas avoir de problème. Et le reste qui pose problème, c'est d'habitude, on vous demande d'exprimer les concentrations, soit en fonction des pressions ou bien des volumes. Donc, ça, on fait appel à nos connaissances. Donc, si on me demande de démontrer une relation, donc je vais essayer de poser les différentes formules qu'on peut avoir avec les quantités de matière. On peut avoir la quantité de matière égale masse sur masse molaire moléculaire, la quantité de matière égale volume sur volume molaire, la quantité de matière égale concentration multipliée par volume. Et si on utilise aussi l'équation d'état des gaz parfait, on peut dire que la quantité de matière est égale à la pression multipliée par le volume sur RT. Une fois que j'ai dressé ça, toute relation qu'on m'a dit de démontrer, je pense qu'à partir de ce tableau-là, je peux le démontrer. Donc, merci pour votre aimable attention. Si vous avez des questions, je suis à votre disponibilité. Merci beaucoup, Aminata. Sur le chat, il y a une question. Donc, la question est la suivante. Quelle est la différence entre la vitesse moyenne et la vitesse instantanée dans le contexte de la cinétique chimie? Donc, dans quelle situation chacune des vitesses est-elle particulièrement utile ou applicable? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Eddie? Oui, il demandait la différence entre les vitesses. La différence. Entre les vitesses. Quelle vitesse? Reprenez la question. On a demandé quoi? Quelle est la différence entre la vitesse moyenne et la vitesse instantanée dans le contexte... quelle est la différence entre la vitesse? La vitesse Différence entre moyenne la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. Vitesse moyenne et la vitesse instantanée. Oui, dans le contexte de la cinétique chimie. Et, donc, la vitesse instantanée, comme son nom l'indique, me permet de suivre la réaction à chaque instant donné. C'est clair? Donc, à chaque instant de la réaction, je peux calculer la vitesse instantanée. Alors que pour la vitesse moyenne, c'est une vitesse qui se calcule sur une durée. Donc, peut-être pour connaître le rendement d'une réaction, on peut évaluer la vitesse de formation sur une durée en utilisant, par exemple, deux produits différents. C'est clair. Par exemple, je veux former l'ester, je veux utiliser l'anhydride, et avec l'autre équation, je veux utiliser un chlorure d'acyle. Donc, je vais évaluer la vitesse moyenne de formation de l'ester sur une même durée pour voir entre ces deux réactions, quelle est la réaction la plus rapide. Ça veut dire que c'est pour jouer ou bien pour prévenir le rendement, quelque sorte, de la réaction. Alors que la vitesse instantanée me permet de suivre la réaction à chaque instant considéré de la réaction. Voilà, donc c'était la question sur le chat. Je pense que c'est très clair. Une autre question. Comment peut-on exprimer la relation entre les quantités
de réactifs et de produits en fonction de l'avancement. Comment on peut exprimer Donc, Reprends. comment on peut exprimer la relation entre les quantités de réactifs? Comment on peut exprimer la relation entre les quantités de réactifs et de produits en fonction de l'avancement de la réaction? Tu retournes sur la présentation. Retourne sur la présentation. Retourne sur la présentation. Est-ce qu'on peut retourner sur la présentation? Là, oui, ok. Non, non, c'est pas ça. Tu descends, c'est vers la fin. Le tableau, amène-moi le tableau. Donc, ici, la question était comment on peut déterminer, Eric, la question est comment on peut déterminer, Eric? Oui, comment on peut déterminer la relation, la relation entre les quantités de réactifs et de produits en fonction de l'avancement. De réactifs et de comment produits. On peut exprimer, comment on peut exprimer? Oui. Donc, exprimer la relation entre les quantités de réactifs et de produits en fonction de l'avancement. Quantité de réactifs et de produits. Oui. Donc, n'est-ce pas, vous voyez le tableau? Oui, on voit bien le tableau, oui. Donc, ici, on définit X comme l'avancement de la réaction. C'est clair? Donc, si on vient, on dit que le nombre de moles du réactif R1 qui disparaît sur son coefficient stoichiométrique, c'est ça qui est égal maintenant au nombre de moles du produit qui disparaît sur son coefficient stoichiométrique. C'est clair? Est-ce que vous me suivez? Le nombre de moles, bon, je ne peux pas écrire, le nombre de moles qui disparaît, R1, le nombre de moles de R1 qui disparaît sur son coefficient stoichiométrique, ça veut dire R1 sur alpha, ça représente la quantité du réactif qui disparaît. C'est clair? Donc, la quantité qui disparaît sur son coefficient stoichiométrique, c'est ça qu'on a appelé maintenant par X. Et dans ce cas, on peut sortir la quantité qui disparaît, ce sera donc alpha moins X. Et la quantité qui reste, ce sera N0 moins alpha X. C'est bon. Ici, si on vient pour un produit, on va dire que le nombre de moles de produit qui se forment sur gamma, c'est ça qui représente X. Donc, le nombre de moles du produit qui se forme, ce n'est rien d'autre que gamma multiplié par X. Si on fait, il y avait une relation où je vais parler de la loi de Lavoisier. Si on fait la relation de proportionnalité entre les quantités de matière qui disparaissent et les quantités de matière qui réagissent. Donc, il faut faire ce tableau-là et vous verrez que pour chaque composé, on peut sortir sa quantité qui disparaît en fonction de X et sa quantité qui se forme en fonction de X. Et X représente l'avancement, ça veut dire la quantité de matière qui se forme au cours du temps. Et cette quantité de matière est proportionnelle aux réactifs qui disparaissent et proportionnelle aussi aux produits qui se forment. Donc, si on retourne un peu sur la relation qu'on avait donnée, si vous pouvez retourner un tout petit peu. En haut, retourne encore. Continue, remonte un petit peu, je vois, est-ce que... Donc, tu descends, c'est pas ici, descends. Encore. Descends encore. Ok, voilà. Ici, j'avais dit que X
ça représente l'avancement de la réaction. Ça veut dire que la quantité qui se forme ou bien la quantité qui disparaît. Donc, la quantité qui se forme pour réactif R1 sur alpha égale à X. La quantité de N de R2 qui se forme sur bêta égale à X. La quantité qui disparaît, la quantité de P1 qui se forme sur gamma égale à X. Et la quantité de P2 sur lambda est égale à X avec X qui représente la quantité de matière qui se forme ou bien qui disparaît au cours de réaction. C'est pourquoi on l'a appelé l'avancement. Maintenant, si tu veux calculer la quantité de matière de R1 qui disparaît, tu vas dire que N de R1 à l'instant T, ce sera N0 initialement introduit moins ce qui disparaît. Maintenant, ce qui disparaît, tu vas dire que c'est égal à alpha multiplié par X. Ici aussi, ce qui disparaît, ce sera bêta multiplié par X. Et ici, ce qui se forme, ce sera gamma multiplié par X. Et là aussi, ce qui se forme, ce sera lambda multiplié par X. Donc, c'est à cause de ces relations-là qu'on peut donner toutes les quantités de matière en fonction de l'avancement de la réaction. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question ou pas. Voilà, sinon, bon, Eric, Oui, oui, j'ai une question à poser à notre invité. allez-y, allez-y. Voilà, même moi Bon. j'ai une question. Voilà, sinon, bon, Madame Camara, permettez-moi d'abord de vous féliciter, vraiment, ça a été très clair. Maintenant, bon, Merci. puisque nous allons vers les examens et que nous sommes bon, en phase de synthèse, maintenant, quel conseil pratique pour un candidat se préparant à discuter de la cinétique chimique lors par exemple, lors d'un examen ou bien lors d'un exercice ou bien lors d'un devoir? Quel conseil pratique allez-vous donner à un candidat pour se préparer à discuter sur la cinétique chimique? Ok, merci beaucoup, Moussessi. Donc, pour ça, le conseil que je vais donner à l'élève, à chaque fois qu'on me demande, qu'on me donne un exercice qui est en relation avec la cinétique chimique, ça veut dire que là-bas, on va vous demander à donner des vitesses de disparition des réactifs ou bien à donner des vitesses de formation d'un produit ou bien très souvent à donner la quantité, le temps de demi-réaction ou bien de comparer les temps de demi-réaction si on se trouve dans des conditions différentes, ou bien d'exprimer une relation entre les quantités qui disparaissent et les quantités qui se forment. C'est tout à l'heure, j'ai dit qu'avec le tableau qu'on avait donné vers la fin, à chaque fois qu'on vous donne une équation, vous lisez d'abord tout l'exercice et ensuite vous relevez les différentes réactions qu'on a parlé dans le texte et vous essayez de les mettre au brouillon. Parce qu'il y a des réactions qui peuvent servir alors que ce n'est pas demandé dans l'exercice. Une fois que j'ai relevé toutes les réactions qu'on a parlé dans l'exercice, je vais essayer maintenant de les équilibrer tous avec leur coefficient stoichiométrique. Et lorsque j'ai fini d'équilibrer, je vais dresser ce qu'on appelle un tableau d'avancement. C'est le tableau que j'avais donné vers la fin. Si vous pouvez revenir sur ce tableau-là. Vers la fin. OK. Donc, je dresse un tableau parce qu'il y a dans l'exercice une équation ou bien une réaction dont on veut suivre soit la disparition d'un réactif, soit la formation d'un produit, ou bien on peut suivre la disparition ou la formation en dosant la quantité du réactif qui reste. Donc, ce qui va m'aider, c'est de faire un petit tableau où je vais donner une réaction équilibrée, donner les quantités de matière à l'instant T égale 0, pas de réaction, et donner les quantités de matière à un instant où la réaction se déroule. Et je vais dire que ici, avec ces réactions, on sait que le produit disparaît. Le réactif disparaît ici. Ici, on a une disparition du réactif. Et là, vous voyez qu'il y a une formation. Et là, il y a une formation. Si l'élève a fini de faire ce tableau-là, je pense qu'il peut répondre à toutes les questions.
Parce que ici, tout a été dit. Si on veut donner une relation entre la quantité qui reste et la quantité qui se forme, il n'y a pas de problème. C'est clair. Si on veut donner aussi une relation entre la quantité, par exemple, avec l'exercice qu'on avait donné tout à l'heure, on a dit que on veut suivre maintenant l'évolution de la réaction en dosant la quantité de NaOH- restante. Ça veut dire que c'est ça. N0, c'est la quantité de NaOH- introduit, et ça, c'est la quantité qui disparaît. Donc, c'est ça, cette quantité qui reste. Et c'est ça qu'on va doser au cours du temps avec de l'acide. Donc, si on m'avait dit qu'on veut suivre le produit qui se forme, donc voici la quantité de matière du produit qui se forme, et je vais utiliser cette relation-là. Si c'était avec réactif R1, donc voici la relation qu'il y a entre la quantité de matière qu'on a introduite et la quantité de matière qui disparaît. Et la relation de proportionnalité qu'on a donnée en haut pour me permettre de passer de la quantité de matière d'un réactif à la quantité de matière d'un produit. Donc, si l'élève parvient à faire ce petit tableau-là, même si ce n'est pas demandé, je pense qu'il pourra répondre à toutes les questions qui vont suivre. Donc, le reste maintenant, ça va être lié maintenant à des connaissances qu'on a vues en cours. Mais s'il parvient à faire ce petit tableau et de pouvoir donner l'expression qui nous permet de calculer les vitesses moyennes ou bien les vitesses instantanées de formation et de disparition, je pense que le reste, il n'aura pas de problème. Oui, merci beaucoup. Yadji a une question, je crois. Bon, il y a une question de Yadji. Sur le chat. Je l'écoute. Voilà, sur le chat. OK. Elle vous dit, quels sont les facteurs qui influencent la vitesse d'une réaction chimique? Quels sont les... Quels sont les facteurs qui influencent la vitesse d'une réaction chimique? Quels sont les facteurs qui influent sur la vitesse d'une réaction chimique? Oui. Donc, les facteurs qui peuvent influer sur les vitesses de disparition ou bien de formation des réactions chimiques, il y a ce qu'on appelle l'influence de la température, par exemple. Parce qu'on a constaté qu'il y a des réactions dont la vitesse de formation du produit augmente avec la température et que aussi la vitesse de formation des produits diminue avec la diminution de la température. Donc, on peut considérer la température comme, comment dirais-je, comme facteur cinétique pour les vitesses de formation ou de disparition des produits. Il y a aussi l'influence de la concentration des réactifs. Parce que, par exemple, si je dispose de deux solutions, une solution qui est plus concentrée, une solution A qui est plus concentrée qu'une solution B, et on veut former le même produit, je vais voir que la formation du produit avec la solution A qui est beaucoup plus concentrée est plus rapide et plus importante que la solution B qui est moins concentrée. Donc, on peut considérer aussi la concentration des réactifs comme facteur cinétique lors de la formation ou de la disparition des produits. Il y a aussi l'influence des catalyseurs. Donc, un catalyseur, c'est une substance d'habitude qu'on utilise pour augmenter la vitesse d'une réaction chimique, alors qu'il ne va pas figurer sur l'équation bilan. Vous voyez, par exemple, lors de la formation des esters, on le fait en milieu acide. Donc, vous voyez qu'on va introduire peut-être des ions, on peut introduire des ions H3+, qu'on ne va pas voir figurer sur l'équation bilan de la réaction. Et aussi, dans la cinétique chimique, il y a des réactions qui se déroulent et un produit de la réaction peut catalyser la réaction. Ça veut dire que le fait de produire ce produit-là va augmenter la vitesse de formation des produits. Ça aussi, on peut rencontrer ça en cinétique chimique. Mais ce qu'on peut retenir, en grosso modo, que les facteurs cinétiques sont la température, la concentration des réactifs et aussi les catalyseurs qu'on utilise d'habitude pour augmenter la vitesse de formation des produits. Par exemple, je peux donner le cas de la température avec la fabrication du savon. D'habitude, vous voyez que les femmes, lorsqu'elles fabriquent le savon, de temps en temps, elles vont mettre
le mélange réactionnel à feu doux pour augmenter la vitesse de formation du produit. Ok, il y a Yadji qui a levé la main, certainement. Oui. Ok, Yadji, Ouais. allez-y. Bonsoir et merci beaucoup à Madame Camara pour cette belle prestation. Mhm. J'ai encore une autre question. Mhm. Quelle est la différence entre un catalyseur et un inhibiteur dans une réaction chimique? Et un inhibiteur, ça veut dire quelque chose qui va inhiber la réaction. Alors qu'un catalyseur, d'habitude, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une substance qui augmente la vitesse de formation d'une réaction. Vous voyez? Yadji? Allô? Oui, merci beaucoup. Ok, Eric. Il y a Oui, encore, je pense, une autre réaction dans le chat. oui, j'ai une autre question, moi aussi. Quelle est la vitesse volumique? Qu'est-ce que la vitesse volumique de formation d'un produit et comment est-elle calculée? La vitesse volumique différencie de la vitesse de formation, parce qu'on avait dit que la vitesse de formation, c'est égal à la variation de la quantité de matière entre deux dates sur la durée qui sépare ces deux dates-là. Maintenant, pour calculer la vitesse volumique, donc on va prendre la variation de la concentration qu'on va diviser par le volume de la solution et on obtient ce qu'on appelle la vitesse volumique. Donc, on peut dire que la vitesse volumique, on n'est rien d'autre que la variation de la concentration sur la durée. Oui, Yadji, vous avez la parole. Yadji. D'accord, j'ai oublié de baisser la main. Ah, ok. Monsieur Si, Seydina, Oui, je pense qu'il n'y a plus de questions hein, dans le chat et voilà. ok. Voilà, sinon, bon, moi, je voudrais juste poser, sinon, je ne sais pas, bon, si Mme Kamara nous le permet. Bon, puisque nous sommes. Alors, Mme Kamara, vous êtes là, hein? Oui. Voilà, bon, puisque nous sommes dans ces nombres aussi, bon, qui dit ces nombres, bon, on parle du numérique et autres. Je disais, bon, je ne sais pas, bon, quel outil ou ressources recommanderiez-vous à un candidat pour pratiquer et améliorer ses compétences en cinétique chimique? Quel outil Outil. ou ressources Pour oui, ou ressources. utiliser pour, oui. Voilà. Recommandez-vous à un candidat pour pratiquer et améliorer ses compétences en cinétique chimique? D'abord, la première leçon, la première ressource, c'est la leçon d'abord. Oui. Une fois que l'élève a compris la leçon Mhm. et que l'élève parvient à donner la formule qui peut lui amener à donner la vitesse de formation ou de disparition, le reste, c'est de faire des exercices pour pouvoir rencontrer beaucoup de cas. Ou bien aussi, comme j'ai l'habitude de dire ça aux élèves, en fin d'année, on leur donne l'application AppliBac où ils vont trouver tous les sujets de bac là-bas et les corriger. Et comme ça, ils pourront rencontrer pas mal d'exercices en relation avec la cinétique chimique. Ils vont essayer de traiter pour voir est-ce que l'élève a compris. Mais la première ressource en cinétique chimique, c'est la leçon. Une fois que tu as compris la leçon et que l'élève parvient à faire le tableau d'avancement que je viens de faire là, tout le reste, il n'y a pas de problème.
Parce que ce qu'on vous dit d'habitude, c'est de donner la relation qui lie tel réactif à tel produit. Et d'habitude, les relations qu'on vous demande de donner, on vous demande de les donner sous forme de volume, sous forme de quantité de matière, ou bien on fait introduire la pression. Donc, à chaque fois qu'une grandeur est introduite, donc vous allez regarder quelle est la relation qui lie cette grandeur à la quantité de matière. Et si tu parviens à donner cette grandeur, le reste, ce sont des conversions. On peut vous donner une relation où il y a des chiffres qui interviennent. Donc, tu regardes parmi les grandeurs, est-ce qu'il n'y a pas une grandeur qu'on a convertie par exemple, si ce sont des volumes, est-ce qu'on n'a pas pris des millilitres qu'on a converti à des volumes, bien des volumes à des millilitres. Mais la première leçon, la première ressource, c'est la compréhension de la leçon en synthèse chimique. Merci. Donc, si je retiens d'abord, comme vous le dites, la première chose à faire, c'est de voir sa leçon. Et en voyant la leçon, donc, il faudra passer des concepts clairs, passant par les exemples et les applications. Une fois qu'on le fait, je crois bien qu'à 50%, nous avons réussi à 50%, on est dans un bon chemin. Oui, parce qu'on a constaté que c'est une leçon qui pose problème à pas mal d'élèves, mais je me dis que c'est la leçon la plus simple pour le programme de chimie en terminale. Donc, ce qui pose les élèves, c'est comment donner les relations entre les quantités qui disparaissent et les quantités qui apparaissent seulement. C'est pour cela, à chaque fois, je leur conseille de faire le tableau d'avancement, même si ce n'est pas demandé dans le brouillon. Et ça va te guider maintenant dans la suite. Parce qu'avec ce tableau-là, tout est clair. Tu connais ce qui apparaît, ce qui disparaît. Et ce qu'on avait initialement, ce qui reste. Donc, ce qui reste maintenant, ce sont des connaissances qu'on a apprises en classe. Merci beaucoup. Donc en résumé, aussi on revient juste une dernière question, par exemple. Donc, pour résumer, les concepts fondamentaux que chaque candidat doit comprendre en cinétique chimique pour réussir ses exercices sont, quels sont ces concepts fondamentaux? Est-ce que tu peux reprendre, Sedna? Oui. Oui, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, bon, quels sont les concepts fondamentaux que vous donnez aux candidats? Quels sont les Concepts, oui, concepts. C'est-à-dire pour qu'ils retiennent, par exemple, pour qu'ils maîtrisent, pour qu'ils abordent bien leur sujet sur la cinétique chimique. Quels sont les concepts clés ou fondamentaux que chaque candidat doit comprendre en cinétique chimique pour réussir un exercice? Un Juste en exercice. résumé, oui. En résumé, ça veut dire d'abord de comprendre d'abord qu'est-ce que c'est qu'une réaction. Oui. Si on fait appel à une vitesse, donc ça veut dire qu'on va évaluer la rapidité d'une grandeur à se former ou bien à disparaître. Maintenant, une fois que tu as ça, ici aussi, il faut connaître donc comment évoluent les grandeurs au cours du temps parce que des fois, on leur demande de calculer la vitesse et de voir comment la grandeur, la vitesse évolue au cours du temps. Moi, j'ai l'habitude de donner un exemple terre à terre. Si on a un autre bol de tchéboudienne, on est à 4. Au début, à t égale 0, il y a assez de tchèb. Maintenant, tu fais un dank, je fais un dank. Donc, à l'instant t plus 10, qu'est-ce qui se passe? Donc, on n'a plus assez de tchèb pour faire des danks. Donc, la vitesse de formation des danks diminue alors que les danks dans nos ventres augmentent, les produits augmentent. Donc, il faut qu'ils parviennent à voir si les produits se consomment, à la fin, qu'est-ce qu'on aura? Et si maintenant les réactifs se forment au cours du temps, à la fin, qu'est-ce qu'on aura? Donc, j'ai l'habitude de les donner des exemples terre à terre pour faciliter l'approche. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est difficile, mais on voit que ça leur pose problème. Ok, je vois. Et donc, si j'ai bien compris, donc, ce qu'il faut comprendre, pour calculer l'évolution, par exemple, il faut comprendre qu'on part d'un T0 pour arriver à un Tn. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y en a des quantités qui disparaissent et il y a d'autres qui apparaissent. Effectivement. Donc, si on vous donne une courbe, l'élève est capable de voir si la courbe représente la disparition d'un réactif ou bien la formation d'un produit. Oui, c'est vraiment clair. Très sincèrement, c'est clair. On n'a rien à dire. Merci. Et je crois bien que
Eric, avec le trio qu'on a eu aujourd'hui, Eric, Yadji et vous-même, les élèves, les candidats au bac sont très bien servis aujourd'hui, surtout en chimie. Et là, je crois bien que même moi-même, là, je peux dire qu'aujourd'hui, je suis prêt même à aborder un sujet sur la cinétique chimique. Et je vous promets que je vais avoir de très bonnes moyennes d'après les explications que vous venez de nous donner. Et je sais que les Mansour et les Aïssatou et autres ne vont pas me démentir. Eux aussi, ils sont prêts à le faire. Tellement que c'est clair et net. Et comme on dit, tout ce qui est clair et net, les mots arrivent facilement. Très sincèrement. En tout cas, nous sommes très ravis et nous sommes très bien servis aujourd'hui. Sinon, juste un dernier mot, peut-être Eric et Yadji. Ils ont un dernier mot avant de vous donner la parole. Très sincèrement, on dit c'est top. Eric. Oui, moi je tiens à remercier Aminata. Voilà, te dire merci beaucoup surtout pour nos candidats. Et je pense que là, les explications étaient très claires. Et merci encore, Aminata. Merci à toi. Yadji, Madame Balo, votre dernier mot, s'il vous plaît. Comme Eric l'a dit, on vous remercie très chaleureusement, Madame Camara, pour la bonne prestation. Donc, tout est clair, vraiment. Les candidats vont en bénéficier. Et on vous remercie à tous les participants de suivre cette séance numéro 2 en sciences physiques. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci à tout le Madame Camara, encore une fois. Le Sinon, mérite Madame revient Camara, à votre l'équipe dernier de mot. Le mérite revient à l'équipe de CENU. Merci à vous aussi pour l'opportunité que vous offrez à nos candidats. Donc, merci à tous. Et merci aussi de ma part parce que ça va me permettre aussi de faire une petite révision avec mes élèves parce que pas plus tard qu'hier, il y a certains qui m'avaient demandé de revenir un tout petit peu sur la cinétique chimique. Je pense qu'avec ce que vous venez de faire, donc ça va leur aider durant leur période de révision. Donc, merci à CENUM et merci à l'équipe de CENUM.